Pour sa 7e édition, du 22 au 26 mai 2024, le Festival d'histoire et de sciences humaines et sociales, l'histoire à venir, avait pour thématique Au nom de la loi. Jeudi 23 mai, à la librairie Ombre Blanche, co-organisatrice de la manifestation avec l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis, se tenait une rencontre avec l'historien Guillaume Blanc, auteur chez La Découverte de l'ouvrage La nature des hommes, une mission écologique pour sauver l'Afrique. Elle était animée par Romain Granchet, historien contemporanéiste à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et chargé de recherche au CNRS. Dans ce nouveau livre, Guillaume Blanc étudie l'histoire du projet spécial africain dans lequel des gentlemen experts pensent l'Afrique comme le dernier refuge naturel du monde, des colons se reconvertissent en experts internationaux, des dirigeants africains entendent contrôler leur peuple et des paysans doivent s'adapter ou disparaître. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus en si grand nombre pour écouter cette discussion autour du dernier livre de Guillaume Blanc qui s'intitule donc La nature des hommes, une mission écologique pour sauver l'Afrique et qui est paru à La Découverte cette année en 2024. Alors, juste un mot sur l'auteur, donc sur Guillaume. Donc, tu es maître de conférence en histoire à l'université de Rennes 2 et en gros tu es un historien de l'environnement. Et des décolonisations plus récemment aussi. Et puis l'un de tes terrains privilégiés, en tout cas celui qui est devenu vraiment ton terrain principal, c'est maintenant l'Afrique. Donc tu es un historien de l'Afrique aussi. Et d'ailleurs, donc, dans ce dernier livre, tu proposes donc, une histoire environnementale d'un moment particulier dans l'histoire des Africains et des Africaines que tu proposes d'appeler le moment post-colonial, c'est-à-dire le moment en gros où on passe de la colonisation à la décolonisation, et disons en gros entre les années 1950 et les années 1970. Alors on va s'arrêter très longuement sur ce moment parce que c'est le cœur du livre, donc on va y revenir. Mais d'abord, peut-être pour t'introduire toi-même, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer d'où tu parles et notamment donc de quel champ historiographique? J'ai dit que tu étais un historien de l'environnement. Est-ce que tu pourrais nous préciser rapidement ce que c'est que l'histoire environnementale, qui est un courant de recherche qui a émergé dans les années 70 aux États-Unis, mais qui a vraiment le vent en poupe depuis les années 2000-2010 en France? Donc première chose, quelques mots sur l'histoire environnementale et puis aussi d'où vient ce livre qui n'est pas du tout ton premier livre. Il vient après une série d'ouvrages, notamment l'invention du colonialisme vert il y a quelques années, mais aussi ta thèse avant qui portait sur d'autres territoires. Donc est-ce que tu peux nous remettre en contexte rapidement ? Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus. Alors oui, moi j'ai été formé, je fais de l'histoire environnementale. C'est vrai que comme disait Romain, en France, plus dans les années 2010. Mais moi j'ai fait ma thèse au Québec et comme disent les Québécois, les Français disent avoir inventé l'histoire environnementale parce que généralement en France on invente quasiment tout. Mais en fait, au Québec, moi j'ai été formé à la chaire du Canada en histoire environnementale qui existait depuis 1997. Et en fait, l'histoire environnementale, je caricature, je fais simple, disons qu'on essaye d'étudier les rapports sociaux à l'environnement, on va dire dans 3 dimensions. Une dimension un peu institutionnelle, c'est-à-dire l'environnement comme un espace saisi par un des pouvoirs. Dans une dimension culturelle, c'est-à-dire l'environnement comme une représentation à diffuser dans l'espace public. Il y a les bonnes manières de représenter la nature et les mauvaises. Puis l'environnement envisagé dans sa dimension matérielle, c'est-à-dire une ressource à exploiter, mais exploiter au sens large. Mettre en parc, c'est aussi une exploitation puisque c'est pas gratuit. La mise en parc de la nature, c'est de la consommation de la nature, puisque en France, les parcs sont gratuits, mais dans la plupart des autres pays, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est un peu étudier les rapports sociaux à l'environnement. Et moi, ma spécialité, c'est davantage d'étudier les luttes qui se tissent justement autour de la nature, que ce soit lutte pour saisir un territoire, pour le représenter ou pour l'exploiter. Et donc, comme a dit Romain, j'ai fait ma thèse. C'est une histoire environnementale de la nation où j'ai comparé 3 parcs en Éthiopie, au Canada et en France, et qui montrent qu'en fait, dans un parc national, dépend, en fait, comme le mot l'indique,
de la nation qui met en parc. Au Canada, on expulse, on brûle les pelouses, on expulse les gens et on invente une nature vierge. En France, c'est des lieux de mémoire, on réinvente la paysannerie, etc. Et en Éthiopie, on va en discuter, c'est le roi lion à qui il faut donner une vraie forme concrète, quoi. Et puis, je l'ai étudié davantage sur l'Afrique dans l'invention du colonialisme vert, mais on en reviendra peut-être après. On y reviendra sans doute, ouais. On va se diriger directement vers l'objet du livre, donc, qui est cette mission écologique pour sauver l'Afrique. Et comme tu le dis dans le livre, pour sauver l'Afrique des Africains, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Il y a des guillemets à sauver. Oui, il y a des guillemets. Sur la couverture aussi. Et donc, c'est cette mission écologique, en fait, c'est ce qu'on découvre dans le livre, que c'est l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, appelle le projet spécial africain qu'elle développe dans les années 1960, en 1961 si je me souviens bien. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux rapidement nous donner les grandes étapes de la genèse de ce projet spécial africain, et puis aussi nous expliquer quels étaient ses objectifs, c'est quoi ce projet? Et pourquoi c'est l'UICN qui le propose, et pourquoi c'est intéressant que ce soit l'UICN qui le propose? Ouais, alors donc ça va, donc l'UICN en fait, l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, se donne comme histoire d'être née en 1956, UICN, mais se donne pour origine 1948 UIPN, Union internationale pour la protection de la nature. Puis ils ont changé de nom 6 ans plus tard. En réalité, dans les archives, mais l'UICN ne se reconnaît pas cette origine. En vérité, en 1933, il y avait un office de documentation pour la protection de la nature, qui était un office impérial, qui était lui-même l'héritier, dans 1927, de l'Office international de communication et de documentation de la nature, créé par des chasseurs coloniaux, qui créaient des réserves de chasse. C'est ça l'UICN. Et en 1961, en fait, ils ont un objectif, que la fin de la colonisation ne signe pas la fin des parcs africains, des parcs nationaux. Et pour ça, ils mettent en place donc ce projet spécial africain. Là, ils l'annoncent à Varsovie, en Pologne, et l'UICN donc l'annonce en disant que le projet spécial va démarrer. Et ils annoncent 3 étapes. Première étape, une tournée africaine pour aller rencontrer les nouveaux dirigeants du continent. Ça, c'est Gerald Watterson qui l'effectue. Alors, il travaille à la FAO, c'est l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, mais il est détaché à l'UICN, et en 2 mois, il effectue une tournée africaine, 19 pays, en 2-3 mois. Étape 2, une grande conférence internationale pour la protection de la nature. Elle a lieu à Arusha, on est dans le nord de la Tanzanie. Elle a lieu à Arusha, et donc c'est la première conférence des États modernes africains. Alors je dis moderne parce que ça s'est traduit comme ça en français, mais modern state, en fait c'est les États actuels, quoi. C'est en anglais. Et là, en fait, ils annoncent qu'il va falloir envoyer des experts, et je vous cite l'archive, envoyer des experts aider les gouvernements africains à s'aider eux-mêmes. Et on a des experts africains qui sont là, on a des dirigeants africains, qui sont là, une vingtaine, sur les 140 hommes présents. Et la conférence se clôt le 11 septembre 63. Et le 11 septembre 63, ils annoncent que pour que ce projet dure, que ce projet marche, eh bien, ils ont créé une banque. Une banque qui s'appelle le Fonds mondial pour la nature, World Wildlife Fund. C'est le PANDA, c'est le WWF qui a été créé. Et là, la 3e étape du projet spécial va débuter. Des experts vont partir aider les gouvernements africains à s'aider eux-mêmes pour sauver la nature africaine d'une destruction qui serait en cours. D'accord. Et donc l'outil principal pour sauver cette nature, ça va être le parc. Oui, pardon. Et, dans ton livre, je cite un passage, tu parles d'une fascination de ces experts pour des écosystèmes dépourvus d'interférences humaines. Tu parles même d'un processus de déshumanisation de la nature. Donc ça va être quoi les résultats de ce processus de mise en parc dans les années 60-70 ? Oui, effectivement, c'est peut-être là. En fait, moi, c'est ce que j'avais étudié dans l'invention du colonialisme vert, où là, c'était une histoire éthio-africaine, on va dire, éthiopienne, mais élargie sur l'Afrique.
cette fascination, effectivement, dans l'invention du colonialisme vert, ce que j'avais essayé de montrer, je m'étais juste demandé, en partant du présent, pourquoi la nature africaine mise en parc est synonyme de violence. Il faut partir de ce qu'on sait. On sait qu'en Afrique, aujourd'hui, sur les 350 parcs nationaux qui existent, de 1 à 14 millions d'agriculteurs et de bergers ont été expulsés par la force. On sait que c'est des dizaines et des dizaines de millions de personnes, aujourd'hui encore, qui sont punies d'amendes pour faire pâturer leurs troupeaux, pour cultiver la terre, et de peines de prison pour braconnage, mais même pour du petit gibier. Et quand on se demande pourquoi, il faut remonter à la fin du 19e siècle, quand l'aventure coloniale a débuté. Et il faut se mettre dans la tête des colons européens qui tentent cette aventure coloniale. Qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Ils laissent une Europe, fin 19e siècle, radicalement transformée par l'urbanisation, l'industrialisation. Et ils vont être persuadés de retrouver en Afrique la nature qui a disparu chez eux. Et quand ils arrivent en Afrique, effectivement, ils découvrent, alors non pas un continent de savane, etc., mais l'urbanisation n'est pas la même, l'industrialisation n'est pas du tout celle de la révolution industrielle en Europe, et ils vont être persuadés que c'est une Afrique plutôt vierge, etc. Mais c'est surtout que la colonisation va représenter un choc écologique sans précédent. Il faut se rendre compte, la colonisation, les changements environnementaux que ça représente, ça va être 95 millions d'hectares de forêt défrichés pour être mis en culture entre 1850 et 1920. C'est 4 fois plus en 70 ans que dans les 2 siècles précédents. Ça va être 65 000 éléphants par an qui sont abattus chaque année à la fin du 19e siècle pour l'ivoire. Parce qu'en Europe, c'est l'engouement pour les boules de billard, c'est l'engouement pour les peignes, c'est l'engouement pour le piano. Et donc tout ça, c'est de l'ivoire. Ça va être des collecteurs. Les collecteurs du Muséum d'histoire nationale de Berlin, par exemple, on a un collecteur qui, en un mois, en mai 1895, c'est dans l'ouvrage de Violette Pouillard, il envoie 65 zèbres au Muséum de Berlin pour les étudier. Eh bien, face à tous ces dégâts écologiques, les colons ne vont pas être capables de réaliser que la destruction à laquelle ils assistent est de leur fait, et ils vont blâmer les cultivateurs et les bergers africains. Et plus l'exploitation du continent va continuer, eh bien plus ils vont rêver et fantasmer une nature vierge, sauvage, dépourvue d'occupants, d'habitants. En fait, c'est une matrice protection-destruction. C'est pas moi qui l'ai inventé du tout, c'est Richard Grove. L'écologisme naît du capitalisme. Il n'y aurait pas besoin de protéger s'il n'y avait pas de destruction. Et plus l'exploitation va continuer, plus ce mythe va durer. Je vous donne juste quelques exemples comme ça, mais les neiges du Kilimandjaro d'Hemingway en 1936, il le dit qu'ici on est dans un espace féerique où les Big Five règnent encore en maître. Les Big Five, c'est le buffle, le rhinocéros, la girafe, etc. Karen Blixen, Out of Africa, nous on connaît la ferme africaine, l'année suivante, elle dit que ici, le vieil homme et le vieil éléphant ont le même regard, un regard plein de sagesse dans un paradis naturel. Et puis, c'est le Roi Lion. Alors, le Roi Lion, nous, on le connaît parce qu'on se dit, 1994, Disney. C'est un manga japonais écrit en 1954. Et en fait, c'est un rêve déjà d'Afrique. Et puis, c'est tout ce qui va s'en suivre sur ce mythe. Et ce mythe, eh bien, il va être concrétisé sur place dans des parcs où les expulsions commencent à l'époque coloniale. Et paradoxalement, ce projet spécial africain, eh bien, ça va être l'intensification des expulsions, des privations, de la répression, et la multiplication des parcs, mais avec les dirigeants africains. Donc en gros, dans l'invention du colonialisme vert, tu as vraiment démêlé les causes de ce mouvement de, le pourquoi, de surprotection de la nature, comme tu le dis, en Afrique. Et là, dans ce nouveau livre, tu t'en viens plutôt au comment et à la manière dont ça s'est déroulé. Et donc c'est ça que tu proposes dans ton histoire du projet spécial africain. Et avant d'en venir vraiment à la manière dont ça s'est déroulé, je voudrais juste que tu nous dises un mot de l'approche que tu as adoptée pour
produire ton récit, parce que tu t'es inspiré d'un historien américain qui s'appelle Carl Jacobi, que les habitués de l'histoire à venir connaissent sans doute, parce que plusieurs de ses livres les plus connus ont été traduits par les éditions Anacarsis, qui sont basées ici à Toulouse, notamment Crimes contre la nature, Voleurs, squatteurs et braconniers, l'histoire cachée de la conservation de la nature aux États-Unis, et Des ombres à l'aube, un massacre d'Apaches et la violence de l'histoire. Et c'est de celui-ci en particulier, Des ombres à l'aube, que tu t'es inspiré. Donc tu as repris la méthode et la méthode de récit. Oui, totalement. En fait, c'est ce qu'on disait sur cet autre bouquin où j'ai étudié le pourquoi, mais c'était inédit pour moi. C'est un bouquin où c'est pas juste mes collègues qui l'ont lu. Du coup, il y a eu ah ouais, mais c'est beaucoup trop simpliste comme histoire. Et ce qui est simpliste et ce qui a choqué, jamais on m'a reproché de dire qu'un État africain était violent. Ça, personne m'a fait le reproche. Non, quand même, vous dites que les États africains sont responsables de la violence contre les paysans. Non. Ce qu'on m'a reproché, c'est de dire que l'UNESCO, l'UICN et le WWF étaient liés à de la violence. Donc les États africains ont leurs clichés, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, ça a été bon. Et là, je me suis dit, oui, mais si on étudie le comment cette violence est née. Et donc, c'est en lisant Carl Jacobi, Des ombres à l'aube, un massacre d'Apaches. En fait, Carl Jacobi, il a étudié, on est en 1871, au Camp Grant, dans l'Arizona, et c'est le dernier massacre d'Apaches dans l'histoire états-unienne. 150 Apaches qui sont massacrés au petit matin, d'où des ombres à l'aube. Et ils sont massacrés par qui? Par des États-Uniens, par des Espagnols et par des Indiens Tono-Anam, qui massacrent cette 4e communauté, les Apaches. Et Carl Jacobi, plutôt que de faire une journée, une histoire, il a fait 4 fois la même histoire. Il a repris l'histoire de cette journée, mais du point de vue des 4 communautés. L'histoire selon les Américains, selon les Espagnols, selon les Indiens Tono-Anam et selon les Apaches. Alors, comme il le dit, il y a une utilité fondamentale, c'est de redonner une voix à tous les acteurs de l'histoire. Et du coup, sans juger. Et ensuite, ça a été, il le redit, c'est un effort de recréation imaginative. C'est beaucoup mieux en anglais, parce que pour lui, c'est recreation. Donc recreation, c'est à la fois s'amuser, mais c'est aussi la recréation. Où il le dit lui-même, les archives, il y a beaucoup d'archives sur les Américains, sur les Espagnols, un peu moins sur les Tono-Anam, et sur les Apaches, il n'y en a pas. Mais comment retrouver leur histoire? Et en fait, j'ai essayé de faire la même chose dans ce livre, de me dire, je vais prendre le projet spécial africain pour étudier le comment la violence de la nature et de l'État s'est créée, mais plutôt que de dire, ah oui, c'est la faute de tel, ou non, c'est eux les gentils. Non, d'essayer de reprendre 4 fois la même histoire. Et donc, il y a 4 chapitres qui sont 4 mondes qui se rencontrent. Et alors, les chapitres se croisent, bien sûr, avec des personnages, etc. Mais ça a été de reprendre ça avec de Carl Jacobi. Le bouquin commence comme ça. Je crois que la première phrase, c'est « Chaque livre doit quelque chose à un autre ». Et c'est Carl Jacobi pour expliquer, j'ai trouvé que la méthode marchait bien pour essayer de redonner une voix à tous les acteurs, ceux qu'on aime comme ceux qu'on n'aime pas, et sans jamais juger, juste en disant, eux, ils pensent ça et ils font ça. D'accord, donc on va y revenir après, mais donc il y a effectivement le livre est organisé en 4 chapitres. Donc on a tout d'abord un premier chapitre qui est consacré à ceux que tu appelles les experts gentlemen, donc des experts internationaux. Puis ensuite on passe à un niveau plus précis qui est celui des experts de terrain qui vont rester dans les colonies après la colonisation. Troisième chapitre, lui, qui va être focalisé plutôt sur les dirigeants africains et aussi le personnel administratif. Et puis enfin, le dernier, donc, qui, lui, s'intitule Le village global des anonymes et qui est consacré donc, à ces anonymes qui habitent les parcs, donc aux populations qui ont été touchées directement par cette politique de la nature. T'en parles rapidement en conclusion, et puis on va peut-être pas s'y arrêter non plus, mais il y aurait pu avoir un 5e chapitre, un 5e monde qui aurait été le point de vue animal, ou le point de vue végétal même, une histoire des parcs depuis le point de vue des écosystèmes qui ont été bouleversés par
par ces politiques. Mais tu as voulu te concentrer d'abord sur les rapports sociaux, les rapports entre ces quatre groupes humains, plutôt que de proposer donc ce 5e chapitre d'histoire animale, même si évidemment les 4 chapitres sont parcourus de présence animale, végétale. Notamment, il y a le fameux Walia, qui est un bouquetin du parc du Simienne, qui est l'une des raisons pour laquelle ce parc a existé. C'était l'espèce emblématique qu'il s'agissait de protéger dans ce parc éthiopien. Et donc j'en passe juste, avant d'en venir à chacun des 4 mondes, à ce terrain qui est le tien, donc qui est l'Éthiopie, dans la mesure où tu étudies ce projet spécial africain à l'échelle de toute l'Afrique, parce que par tes lectures, des travaux d'autres collègues historiens, tu as une vision globale de comment ça s'est déroulé, mais l'analyse serrée, elle est vraiment ramassée sur le cas éthiopien, qui est un terrain un peu particulier, dans la mesure où c'est un État, l'Éthiopie, qui a ce site particulier, qui n'a jamais été colonisé, et donc tu t'intéresses au moment postcolonial à partir d'un État qui n'a jamais été colonisé. Donc c'est un choix de méthode que tu défends, et très bien dans le livre, mais qui mérite peut-être d'être un peu explicité. Alors effectivement, pour revenir juste sur les 4 mondes, comme dit Romain, en fait, faut partir des archives. J'en dis juste un mot. C'est pour essayer d'étudier ce projet spécial. Il y a besoin des 2 choses qu'on n'a pas à l'université, du temps et de l'argent. Donc ça m'a plus pris 7-8 ans, en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir des projets de recherche financés, parce que pour les bailleurs de l'université, moi j'ai la chance de cocher 3 cases. Ça fait environnement, check, histoire globale, check, Afrique, check. C'est un projet en disant c'est bien, c'est les 3 critères où il faut qu'on donne. Donc ça marche. Et ça m'a permis d'aller collecter des archives. Bon, à Paris, à l'UNESCO, à Rome, dans les archives de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, en Suisse, au WWF et à l'UICN, même si, soi-disant, leurs archives ont maintenant disparu ou sont fermées au public. En Angleterre, dans les archives du Colonial Office, dans les archives de la London Zoological Society, dans les archives du WWF à Cambridge et dans les archives de la Fauna Flora International qui existe aujourd'hui, mais qui s'appelait avant la Société pour la protection de la faune de l'Empire britannique. Et puis, il a fallu aller dans les archives en Éthiopie, où en fait, là c'est avec un collègue, Kidane Walde-Georgis, où en fait, ça nous a pris 5 ans, on a identifié des archives, puis on les a restaurées, puis classées en partenariat avec l'Agence éthiopienne pour la conservation de l'environnement. Et une fois qu'il y a toutes ces archives, ça permet de faire ces 4 zooms sur l'Afrique de l'Est, parce que là, les colons experts, c'était sur l'Afrique de l'Est, de l'Éthiopie au Zimbabwe. Ensuite, sur l'Éthiopie, parce que là, il faut maîtriser les archives dans la langue, hors la langue nationale, parce qu'il y a 90 langues au moins en Éthiopie, mais là, c'est des archives en amharique qui nous permet de voir l'histoire, non pas du point de vue européen, mais du point de vue éthiopien. Et puis, dans toutes ces archives, retrouver les notes des gardes de parc, etc., pour les anonymes. Et là où l'Éthiopie a quelque chose d'intéressant, donc comme l'a dit Romain, l'Éthiopie, ça n'a jamais été une colonie européenne. Le Ménélique II a gagné la bataille d'Adwa en 1896 contre les Italiens. Il savait très bien que les Italiens allaient revenir. Il leur a donné le nord de son royaume en faisant un deal. Je vous donne le nord de mon royaume, vous ne nous envahissez pas. Les Italiens ont baptisé ça du mer Rouge, en grec, ça se dit Erythréaum. Ils ont appelé ça Érythréa. Ça a été la naissance de l'Érythrée. Bon, après, les Italiens ont essayé de revenir avec Mussolini, mais ils sont revenus 5 ans. Et l'Éthiopie a fait quoi? Fin 19e siècle, l'Éthiopie, côté nord, il y a les Italiens, donc. Côté ouest, il y a les Britanniques qui s'installent dans ce qui va être le Soudan. Côté est, les Français qui s'installent dans ce qui va être Djibouti. Côté est, les Italiens et les Britanniques dans ce qui va être la Somalie. Et côté sud, le Kenya par les Britanniques. Et que fait Ménélique? Son royaume, il faisait un quart de ce qu'est l'Éthiopie aujourd'hui. Ménélique s'étend sur toutes les basses terres, sur des sultanats et des royaumes, et il les colonise, en accord avec les autres puissances européennes. L'Éthiopie est une puissance
coloniale, mais une puissance coloniale africaine. Et ce qu'il y a du coup d'intéressant, et d'entre guillemets de plus facile, ce qu'offre l'Éthiopie, c'est que ça permet de voir l'histoire coloniale et l'histoire postcoloniale de manière beaucoup plus horizontale que « Ah, bah, il y a les méchants, les gentils ». Parce qu'en fait, en regardant l'Éthiopie, on peut voir la capacité d'action, d'adaptation, de réaction des sociétés africaines à une domination extérieure, ce qui ne va pas nous surprendre pour l'Éthiopie en disant « Bah oui, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, donc il se laisse pas faire », entre guillemets. Mais en même temps, l'Éthiopie permet de voir que dans les années 60, c'est toute l'Afrique qui est entraînée dans ce moment post-colonial avec, il vaut mieux parler de post-colonialisme parce que néocolonial, c'est trop simple. Néocolonial, c'est une tentative de néocolonialisme. Par exemple, Areva et Elf, clairement néocolonial, on peut mettre le mot. Mais le résultat sur le terrain n'est que le produit des négociations avec des dirigeants africains, avec des fonctionnaires, avec des acteurs locaux, bref, du post-colonial, c'est-à-dire tout simplement un temps où l'héritage colonial pèse sur le présent post-colonial, mais où, là encore, chacun a sa place. Et donc l'Éthiopie, paradoxalement, offre un point d'entrée plutôt facile pour justement faire une histoire plus horizontale que verticale. Les rapports de domination existent, il ne faut pas le nier, mais tout le monde réagit face à une domination. D'où voilà l'entrée éthiopienne, quoi. Ouais, puis ce qui justifie aussi le terrain éthiopien, c'est que dès le début des années 60, les experts gentlemen, les experts internationaux de l'UICN, du WWF, vont voir Haïlé Sélassié pour évoquer la question de la nature en Éthiopie aussi. Oui, totalement. Bah, peut-être pour donner un exemple là-dessus, quand ils partent d'Arusha, la conférence dont je vous ai parlé en 63, il faut regarder le quotidien des experts. Ils sont déjà en Tanzanie. Le transport n'est pas comme aujourd'hui, etc. Comment est-ce qu'ils vont faire leur première mission ? Eh bien, ils sont déjà en Tanzanie. Eh bien, ils remontent. Et alors, ils doivent passer par le Kenya. Et puis, ils arrivent en Éthiopie. Et quand on est en 1963, c'est assez drôle. On est début novembre 63. Qui est-ce qui va en Éthiopie mener c'est la deuxième mission. Peut-être vous les connaissez. Julian Huxley, premier directeur de l'UNESCO en 1946. On connaît généralement son frère, Aldous Huxley. Théodore Monod. Et puis on a Edgar Worthington, qui est le chantre de l'écologie dite humaine, c'est-à-dire qui prend en compte les humains dans l'écologie en Angleterre. Bon, et ils vont en Éthiopie. Dans leur rapport, ils disent à Haïlé Sélassié qu'il n'y a aucun homme compétent dans l'administration éthiopienne pour prendre en charge la création de parcs nationaux dans le pays et qui demande donc le recrutement d'un personnel expérimenté. Traduisons, un personnel expérimenté, ça veut dire un colon. Haïlé Sélassié obtempère. Et là, on peut se dire, bon, c'est bien du néocolonialisme. 2 jours après, Haïlé Sélassié est à la tribune des Nations Unies à New York, et c'est là où il prononce son célèbre discours repris par Bob Marley dans la chanson War, en disant « Tant que l'humanité se basera sur l'inégalité des races, la violence perdurera, mais nous sommes africains et nous vous vaincrons. » Donc on voit bien, il peut obtempérer face au sentiment de supériorité de 4 experts, mais il a une raison de le faire, puisqu'il est aussi capable, 2 jours après, d'aller déclarer au monde entier que les Africains, parce qu'en fait, contre l'apartheid en Afrique du Sud, à ce moment-là, et contre le Portugal qui veut coloniser orgueilleusement seul le Portugal et le Mozambique et l'Angola. Donc, c'est pour ça que le cas éthiopien offre vraiment cette manière de regarder autant la domination que la capacité d'action. Il ne faut ni fantasmer l'une, on ne peut pas dire qu'il y a eu que de la domination, et puis il ne faut pas fantasmer la capacité d'action non plus. Ne pas pouvoir réagir, ça existe. Et donc ces grands experts internationaux, donc c'est ceux que tu étudies dans ton chapitre 1, et le personnel compétent dont tu viens parler, ils vont aller le chercher justement chez des anciens administrateurs coloniaux qui vont, dans ces années-là, se reconvertir en experts de la nature, de la conservation, et qui vont, par exemple, notamment aller en Éthiopie depuis d'autres colonies et être recrutés comme directeurs de parcs, directeurs de politique de conservation. Donc ça, c'est le deuxième chapitre, c'est les experts de terrain, ceux qui sont vraiment en contact avec la réalité des pays africains et notamment de l'Éthiopie. Voilà. Et
est-ce que je reviens sur le premier chapitre, les experts gentlemen, ou T'en as parlé un petit peu. Ouais, ok. Sauf si tu as vraiment... juste un mot sur les experts gentlemen, qui est le chapitre 1. C'est juste ce passage-là qui me semble important. Donc, c'est ce dont je viens de vous parler. Et quand je disais que le but de ce que j'avais essayé de faire, c'était de leur redonner à eux aussi une voix, parce que c'est vrai que quand on lit les archives, comme n'importe quelle historien, on ressent quelque chose pour les personnages qu'on étudie. Et c'est vrai que le premier sentiment que ces personnages-là suscitent, c'est pas de l'admiration. Mais cela dit, et ça, moi, je ne l'avais pas vu dans mes précédentes recherches, je n'avais jamais mesuré l'authenticité et l'ampleur de l'angoisse qui les habitait à ce moment-là, l'angoisse néo-malthusienne de la surpopulation. Dans tous les carnets de l'UNESCO, les carnets de l'UICN, tous leurs comptes rendus de réunions internationales, ils insistent sur la surpopulation. Une de leurs phrases qu'ils redisent à chaque fois, c'est « la nature est au tapis, la nature va disparaître ». Et ils ont bien raison. Industrialisation, les baleines qui commencent à disparaître, la pollution, etc. etc. C'est Silent Spring, ils s'en rendent compte, mais ils vont insister systématiquement sur l'Afrique. Ils ne vont jamais remettre en cause les dégâts et l'ampleur des dégâts en Europe et en Occident. Ils vont se concentrer sur l'Afrique pour deux raisons. Un, parce que l'ampleur des destructions n'est pas celle finalement qu'il y a ailleurs. Et deux, parce qu'en fait, il est encore possible d'agir selon eux en Afrique, puisque deux tiers de l'Afrique seulement est indépendante. On a plein de colons qui sont encore restés sur place. Il est encore possible d'agir, mais c'est avec cette peur, et c'était ça juste que je veux dire, je vais citer une phrase qui est révélatrice dans le carnet de l'UICN en 1965 sous l'onglet « Surpopulation africaine ». Mzee Atambamala vient de mourir. C'était l'habitant le plus âgé du Kenya. Il est mort à l'âge de 140 ans dans le district de Kakamega. Il avait 10 femmes qui eurent 103 enfants, dont 87 sont aujourd'hui mariés. Le désastre est en route. On se doute bien que ça n'existe pas. Mais ça n'est pas pour ça que ça n'est pas réel. Et c'est là-dessus juste que je voulais insister. Cette angoisse est bien réelle. Et qui va la relayer sur le terrain ? C'est donc, dans le chapitre 2, les colons experts. Et le chapitre, je l'ai intitulé « Ceux qui restent ». En fait, ce sont des gardes de parc, comme l'a dit Romain, mais ce sont d'anciens colons, et ils vont devenir advisors, conseillers, directeurs assistants, etc., etc. Eux, on va les retrouver, ils vont circuler de Kampala à Nairobi, à Dar es Salaam, à Addis Abeba. Ils vont circuler du Zimbabwe, qui est encore la Rhodésie du Sud jusqu'en 1979, jusqu'en Éthiopie. Et là, il faut voir un autre mythe, c'est le mythe de la destruction. Je vous donne un exemple. En 1947, donc comme quoi cette histoire, voilà, comme a dit Romain, fin des années 40, début des années 50. En 1947, il y a un chiffre qui sort dans l'administration britannique, qui a quasiment toute l'Afrique de l'Est. Les Britanniques, à part Djibouti, et puis le Mozambique, l'Afrique de l'Est, c'est eux. Et il y a un chiffre, 75% de la grande faune animale a disparu dans les parcs d'Afrique de l'Est. Et c'est le directeur du Colonial Office qui demande à tous les gouverneurs coloniaux de régler cette situation en renforçant la protection dans les parcs. Ce chiffre, aucune espèce animale n'est citée, aucune localisation, aucun lieu, aucune évolution. On ne sait pas. Il y a juste des anecdotes, une carcasse animale retrouvée ici, etc. Eh bien, ce chiffre, dans les années 60, c'est toujours le même. 75% a disparu. Alors c'est bien, ça évolue plus. Et qu'est-ce que vont faire les experts là-dessus ? Les experts, ils vont, et c'est là où ça représente bien le mythe, bon, comme je l'ai dit, ils essayent d'expulser des paysans, ils essayent de les priver de l'accès à la terre en restreignant le pastoralisme, la culture des terres, et ils vont plus loin. Ils sont persuadés que l'idéal pour l'Afrique, ça serait une Afrique, c'est le bestiaire africain, l'Afrique dont parle Hemingway. Mais ce sont des scientifiques.
Donc comment faire? Leur but, enfin leur constat, il est simple. Pour eux, les zébus, les chèvres, les moutons, le bétail domestique détériorent les sols africains. Ils sont même persuadés, ils font des études de pluviométrie, ils sont même persuadés que le sol africain n'est pas fait pour supporter le bétail domestique. Et donc, ils se demandent concrètement comment faire pour que la grande faune, les zèbres, les rhinocéros, les éléphants, l'emportent sur le bétail domestique. Et là, c'est une phrase d'un des experts, John Blower, c'est mon préféré depuis 10 ans. Il le dit lui-même, il écrit « L'Africain est un réaliste. Aucune propagande ne suffira à le convaincre d'abandonner son bétail domestique si on ne lui montre pas qu'il peut avoir de la viande pour se nourrir. » Eh bien, ils ont une idée toute simple. Il va falloir remplacer le bétail domestique par la grande faune. Et c'est le lancement de ces projets qui en anglais s'appellent game cropping, la récolte de faune. Ils vont littéralement récolter la faune. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ça dans le parc du Tsavo au Kenya, on a ça dans le parc Queen Elizabeth en Ouganda. Eh bien, ils capturent des éléphants, des rhinocéros, ils les font se reproduire dans des enclos, et ensuite ils les abattent avec des bouchers africains qui sont privés, eux, du droit à la chasse et à l'accès à la terre, et ils se disent qu'ils vont ensuite nourrir les Africains, donc du Kenya, d'Ouganda, avec cette faune, et que comme ça, ils abandonneront le bétail domestique. Alors ça ne marche pas pour 3 raisons. 1, pas de système de réfrigération, donc en fait la viande pourrit, et donc personne ne va la prendre. 2, ça ne marche pas parce qu'en fait ils privent les habitants de tous les environs du droit à la chasse et à la terre, mais eux, par contre, continuent d'abattre les animaux. Et ça ne marche pas. 3, vous voyez, c'est les 3 trucs de l'histoire environnementale, parce qu'en fait, les habitants n'ont pas envie de manger du rhinocéros et de l'éléphant. Et donc, ces projets, mais attention, ces projets ne vont être abandonnés qu'en 1978. Ces projets vont durer pendant 15 à 20 ans. Mais qu'est-ce que ça nous dit à nous? Eh bien, là aussi, il faut prendre les experts au sérieux, ces colons qui deviennent experts. Le bestiaire africain dont ils rêvent, ils y croient vraiment. Et dans leurs archives, on voit là encore la sincérité de la chose. Ils ont une vision du bestiaire africain et ils ont une vision de l'Afrique. Là, non pas John Blower, mais un autre colon qui s'appelle Ian Grimwood, qui va être directeur d'un parc, d'abord au Kenya et ensuite d'un autre parc en Éthiopie. Il l'écrit lui-même, là aussi je vous l'ai prêt, et dit « Ils ont violé la terre. C'est un désastre. Il vaudrait mieux les déplacer maintenant avant qu'il ne soit trop tard, si seulement le gouvernement éthiopien nous soutenait. » Ils sont persuadés que les agriculteurs détruisent. Et voilà comment ça se fait, en fait, comment cette politique se met en place. Ils y croient, eux aussi, là encore, et ils vont tout faire pour poursuivre leurs rêves. Et même un autre expert, qui s'appelle Clive Nichol, il s'en souvient en 2002, ils font une autobiographie de 30 experts, où ils disent « L'Afrique dont nous rêvions était celle du Pléistocène ». Quelqu'un pourra vous expliquer le Pléistocène mieux que moi, dans la salle sûrement, mais c'est l'Afrique d'il y a plus de 12 000 ans. Et ils disaient « Mais cette Afrique dont nous rêvions n'existait déjà plus, notre rêve était impossible ». Mais ils ont bien essayé de le poursuivre pendant une vingtaine, trentaine d'années. Alors tu viens de dire que donc, cet expert se plaignait de ne pas avoir le soutien des autorités éthiopiennes, mais en fait ce que tu montres, donc là on passe au 3e chapitre, au monde des dirigeants africains, c'est qu'il y a une participation de l'élite éthiopienne, de l'administration à ce projet de mise en parc, et tu parles même d'une coproduction de la nature, comment ce nouvel environnement qui est créé dans le moment postcolonial, il est le résultat d'interaction entre donc ces experts internationaux, les experts de terrain et aussi donc le personnel politique éthiopien. Totalement. En fait, quand on prend donc la nation monde, on va dire, des dirigeants africains, c'est juste qu'il y a une théorie en histoire de l'Afrique qui s'appelle l'extraversion. En plus simple, ça veut simplement dire que le fonctionnement interne des sociétés africaines est indissociable de leur rapport au monde extérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a dépendance. Ça veut dire que la dépendance est un mode d'action. Je m'explique. Quand on prend dans les archives le quotidien
d'un dirigeant africain. Et quand je dis dirigeant, c'est directeur de l'Agence éthiopienne de l'environnement, c'est directeur d'une région, etc. C'est vrai que son quotidien, son statut, c'est être demandeur d'aide. Par exemple, j'ai étudié le général Mebratu, puis le major Gizo Gedle-Giorgis en Éthiopie. Ils ont leurs archives pendant 6 ans. En 6 ans, ils envoient 1880 demandes de subventions au WWF, à l'UICN, à l'UNESCO, à la Carnegie Foundation, à la Rockefeller Foundation. Et en échange, ils vont recevoir un camion du WWF, ils vont recevoir 3 experts qui viennent conduire une enquête zoologique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et attention, à chaque fois, ça vient avec des conditions. On vous donne ça, mais pouvez-vous nous dire où vous en êtes de l'expulsion des populations dans tel parc? Là, on peut se dire, bon, ok, il y a un rapport de soumission. Mais, je vous donne un exemple. On est dans le parc de Lomo, dans le sud éthiopien. On a un homme qui s'appelle George Brown. En plus, c'est génial parce qu'ils sont frères. Son frère, lui, est au Kenya dans un autre parc. George Brown, lui, son frère, c'est Leslie, celui qui faisait les études de pluviométrie. Et son frère, George Brown, commissaire de district dans le Kenya britannique depuis 1944. Il est mis au chômage par l'indépendance du Kenya en 1961, puis il est mis au chômage en 1963. Et il est recruté par l'UNESCO dans le parc éthiopien de Lomo, dans le sud éthiopien, en 1965. Il est recruté par John Blower, qui là est conseiller du général Mebratu, du major Gizo Gedle-Giorgis. Donc vous voyez, on voit toute cette circulation. Notre George Brown, il est dans le parc de Lomo, dans le sud éthiopien. Et il tombe sur des bergers sourmas qui sont coupables de braconner. Ils sont effectivement en train de cerner un buffle et ils vont essayer de l'abattre. George Brown arrive avec ses scouts du parc et ils abattent le berger sourma. Le berger tombe raide mort. On est le 16 mai 65. Le 23 mai, les sourmas répliquent. Ils assassinent un scout du parc. Là, George Brown demande qu'on lui envoie la police. Il écrit au major Gizo. Et il lui écrit, je vous cite l'archive en tête, il dit « Dois-je vous rappeler que je représente l'UNESCO et que nous vous demandons de protéger la nature des paysans qui la détruisent ?» Gizo obtempère. Il envoie des hommes. Mais en anglais. Parce que quand on trouve dans la documentation en amharique qu'il envoie au chef de police de Lomo, eh bien il écrit au chef de police « Méfiez-vous de cet ancien colon et surtout, faites en sorte que les sourmas ne se révoltent pas contre nous. » En fait, qu'est-ce qu'il fait le major Gizo? Il poursuit 2 objectifs. Faire reconnaître la nation par l'extérieur, pour exister sur la scène internationale, en l'occurrence l'UNESCO, et pour mieux l'imposer alors à l'intérieur, en l'occurrence dans une marge, un territoire qui résiste encore à l'État central. En fait, il se sert de la nature internationale et des fonds internationaux pour planter le drapeau dans un territoire qui échappe au contrôle de l'État. Donc oui, il doit subir l'autoritarisme des anciens colons, mais c'est pas pour ça que cette dépendance n'est pas synonyme d'action. Et c'est ce qui fait qu'on arrive au 4e chapitre, du rêve au rêve complètement fou à de la négociation permanente, ça se traduit par de la violence au quotidien. Effectivement, donc ouais, là, tu as parlé de bergers, donc on commence à voir aussi que ces parcs en fait, qu'on voudrait vides, que ces experts voudraient voir vides, sont en fait habités et de longue date. Et donc dans le chapitre 4, là, c'est mon préféré, moi. T'en viens au monde des gouvernés, donc des anonymes, des invisibles, des inaudibles, dont tu arrives quand même à trouver quelques traces dans les archives, et donc qui vivaient dans ces parcs. Et donc là, pour le coup, tu es obligé d'opérer un changement d'échelle. Tu vas vraiment te focaliser sur quelques terrains très circonscrits. Donc il y a le parc du Simien, et il y a les 2 vallées, les vallées de l'Awash et la vallée de l'Omo. Donc c'est une étude beaucoup plus micro-historique que tu proposes là. Et pour étudier ces acteurs, donc on laissait très peu de traces dans les sources, tu
tu t'appuies sur toute une littérature qu'on appelle les Subaltern Studies, qui a été produite donc par les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales qui se sont intéressés à ces populations qu'on appelle les subalternes, donc les populations dominées et dont l'une des caractéristiques est justement de laisser très peu de traces dans les archives. Donc peut-être tu peux nous dire quelques mots de cette catégorie des subalternes, parce qu'elle a vraiment eu une importance fondamentale dans l'histoire et les sciences sociales au tournant des années 70-80 et a permis d'avoir une autre histoire du point de vue des gens ordinaires. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et puis après on rentre dans les parcs? Alors effectivement, et ça, en histoire de l'Afrique, on essaye beaucoup de l'étudier, mais je dois dire que moi, c'est surtout deux collègues qui m'ont aidé à penser comme ça. Le premier à ma gauche, qui est un Romain, donc travaille sur l'histoire de la mer en France, mais plus largement atlantique, mais avec une attention sur les pêcheurs, les pratiques, etc. Où moi j'ai trouvé ça fascinant, où je me disais, oui, non mais il faut essayer de voir ça, etc. Et un autre qui s'appelle Antonin Plarier, qui travaille sur les brigands dans les forêts d'Algérie. Et en fait, je peux résumer, un grand historien, Hippie Thompson, qui disait, voilà, l'effort à faire, c'est de sortir les anonymes de la condescendance de la postérité. C'est-à-dire sortir les anonymes de l'oubli dans lequel les archives les plongent. Et après, va se poser la question, mais comment on fait? Étudier les subalternes, essayer d'écrire une histoire qui redonne la parole à ceux qui en sont privés, c'est super à écrire comme phrase. La phrase d'Hippie Thompson, sortir les anonymes de la condescendance. Oui. Après, comment on fait dans les archives? Il faut essayer de les voir dans les archives à rebours, c'est-à-dire quand un dirigeant ou un ancien colon écrit qu'il y a 18 amendes qui ont été distribuées pour braconnage, il faut essayer de se dire, ah oui, mais donc ça veut dire qu'il y a 18 tentatives de résistance à l'ordre colonial en fait. Et ça veut dire que si on a 18 qui ont été pris, combien il y en a qui n'ont pas été pris? Bon, c'est d'essayer de relire à l'envers. C'est un peu ça, si je caricature, l'étude des subalternes, d'essayer de voir l'histoire par le bas, et donc d'essayer de voir non pas ceux qui dominent, mais d'essayer de voir ceux qui font face au pouvoir, en l'instrumentalisant, en le contournant, en le subissant, etc. etc. Du coup, donc, ce que tu proposes dans le chapitre, c'est d'essayer de restituer ce qu'on pourrait appeler l'expérience de ces populations, de l'expérience de ce que c'était que de vivre dans un parc et de faire face aussi à des tentatives d'expulsion. Et dans la mesure où ces populations sont anonymes, pour essayer de rendre compte de leur expérience, tu utilises un procédé qu'on pourrait presque qualifier de procédé un peu stylistique, ou en tout cas narratif. Tu distingues 5 figures du peuple dans ces parcs, à qui tu donnes un nom générique, alors que tu nommes en amérique, mais moi je vais me contenter des noms en français. Donc il y a la première figure, comme ils n'ont pas de nom, tu leur en donnes. Donc il y a le résistant. Peut-être tu peux donner le nom en amérique au fur et à mesure. Tekelakaï. Voilà. Après il y a le détenteur du pouvoir, le petit potentat local en gros. Le Mungust. L'employé. Serratenia. Le pauvre. Deo. Et le débrouillard. Et là, c'est le mieux, Yemiyas Tekaklou. Voilà. Alors, du coup, je leur donne un nom comme si c'était une famille générique, et on pourrait ajouter les invisibles parmi les invisibles, que sont les femmes. Et d'ailleurs, le livre s'appelle La nature des hommes, mais c'est pas un choix de ta part, c'est que les femmes sont particulièrement absentes des sources que tu as utilisées. Les invisibles chez les invisibles, finalement. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux dire quelques mots un peu de ces 5 figures, ou sinon on peut en passer directement aux pratiques de résistance de ces... c'est ce que j'allais dire ça justement. Les 5 figures, voilà, non justement c'est à travers les pratiques de résistance, c'est de ne pas réifier, essentialiser, de ne pas simplifier les subalternes, parce que ça a été le travers en fait. Il y a 2 pièges avec cette conception des subalternes et de leur agency. Alors nous, en français, il y a de grands débats, parce qu'on aime beaucoup débattre de choses très utiles. Est-ce qu'on doit traduire par agentivité? Mais si on est prof, ça veut dire qu'on sait qu'il y a 150 étudiants qui ne comprennent pas. Mais agentivité, en plus, normalement, un éditeur va refuser quand même l'agentivité. Est-ce qu'on parle de capacité d'action? Ça passe généralement. Mais il ne faut pas réifier non plus. Il y a des fois dans la vie, on ne peut pas réagir. Et donc là, ça va être Déo, le pauvre.
Là, pour moi, la théorie sur le pauvre, c'est Heidegger qui a écrit ça, que être pauvre, c'est être privé. C'est pas être pauvre, ne pas avoir beaucoup de moyens, c'est être privé. Et qu'est-ce qu'on voit dans les parcs ? C'est être privé, par exemple, de ses moyens de subsistance. Il n'a plus le droit de cultiver son champ. C'est être privé de sa maison, parce que la maison va être détruite et brûlée par les gardes du parc. C'est être privé de sa dignité, parce qu'on a des traces dans les archives de parcs qui molestent, passent à tabac des paysans qui refusent de quitter leur maison. Et donc, c'est être privé de sa dignité devant ses enfants, sa compagne, avec un paysan homme qui se fait tabasser par un garde de parc homme dans un parc. Et finalement, c'est être privé du droit à la terre, un droit dont bénéficient tous ceux qui vivent à l'extérieur du parc. Ça pourrait être pour Déo, le pauvre. Après, on a le Mungust, le pouvoir. Là aussi, il faut bien voir qu'est-ce que c'est être scout d'un parc. Les colons se reconvertissent et généralement, eux deviennent gardiens-chefs. Mais tous les experts, tous les gardes de parc kenyans, tanzaniens, zambiens, ougandais, rwandais, être gardien, c'est aussi avoir du pouvoir sur sa communauté. Par exemple, on a plein de traces dans les archives de dire, bon, là, t'es pris en flagrant délit de cultiver ta terre. Plutôt qu'une amende, tu pourrais peut-être me donner 1 kilo de teff, c'est le blé en Éthiopie. Ou tu pourrais me donner des œufs à chaque fois que je passe. Et puis, on gagne en respect dans sa communauté. Donc ça, c'est le Mungust, celui qui représente le pouvoir. Et puis, on a le résistant, Tekelakai. Donc là, ça serait ceux qui vont assassiner le garde du parc. Romain en a parlé au tout début. Par exemple, il y a un bouquetin dans le Sémien. Là, on est dans le nord de l'Éthiopie. Le Walia Ibex. C'est ce bouquetin-là que repère Theodore Monod, Julian Huxley. C'est un bouquetin endémique au Sémien, c'est-à-dire qu'il n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est pour ça que les paysans vont être expulsés. Alors l'expulsion arrivera très tard. L'expulsion définitive, c'est 2017. Et l'UNESCO a salué l'opération et le parc est enfin revenu sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Mais en 1970, que font les habitants ? Ils comprennent que c'est pour le bouquetin qu'ils vont être expulsés. Ce bouquetin, ils ne le mangent pas. Pas parce que, vous comprenez, comme ce sont des bergers africains, ils respectent cet animal. Ils ne le mangent pas pour 2 raisons. C'est que déjà, il vit à 4000 mètres d'altitude sur les falaises. Extrêmement difficile à chasser. Et ils l'ont quand même mangé à 2 reprises, les 2 plus grandes famines éthiopiennes, 74, 75, 83, 84. Ils ont essayé. Mais en fait, c'est un animal très peu comestible. Mais par contre, en 1970, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils comprennent que c'est pour le bouquetin qu'ils vont être expulsés, ils prennent leur fusil et ils vont essayer d'abattre tous les bouquetins du parc. Et ils vont presque y arriver. Avec une logique, s'il n'y a plus de bouquetins, il n'y a plus de parc. S'il n'y a plus de parc, on reste vivre ici. Et donc c'est là où on voit que la violence circule entre tout le monde. Et puis la dernière figure, Yemiyas Tekaklou, je le dois quand même à Pierre Guidi, qui est un collègue avec qui on travaille en Éthiopie. Moi, je suis nul en langue. Pierre est très bon en langue. Débrouillard, je n'aurais jamais trouvé le mot. C'est Pierre qui m'a dit Yemiyas Tekaklou. Là, je peux dire, oui, en effet. Mais celui qui fait avec, en fait. Et je vous donne un exemple. Des bergers, là, on est dans la vallée de l'Awash. L'intérieur du parc est maintenant interdit à leurs troupeaux. Ils n'ont plus le droit d'aller le faire pâturer. Et ils sont déplacés, mais eux, ils ont un mode de vie semi-nomade ou semi-sédentaire, mais c'est dans leur parcours de transhumance. Ils n'ont plus le droit d'aller dans le parc, où pourtant, pour eux, il y a de la savane humide et on a des pelouses. C'est là où, normalement, leurs animaux iraient. Mais s'ils y vont avec leurs animaux, les gardes du parc les arrêtent et ils les emmènent au poste. Ils perdent du coup des bêtes dans leurs troupeaux. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Le matin, ils amènent leurs troupeaux devant les balises d'entrée du parc. Ils donnent des coups de fouet et ils tirent des coups de fusil en l'air. Ça effraie les animaux qui, du coup, rentrent dans le parc. Et ils les laissent pâturer là toute la journée. Et à la fin de la journée, il y a les scouts du parc qui retrouvent les bergers en disant « Non mais attendez, c'est à vous les bêtes dans le parc ?» Et ça, on l'a dans les comptes rendus des scouts du parc. Et les bergers, là ici, ce sont des bergers Karayou et Itou, et répondent «
oui, on est désolé, mais vous savez ce que c'est, hein, les animaux, c'est un peu incompréhensible et nous ne sommes pas capables de faire avec eux. Donc, vous voyez, c'est de l'adaptation permanente, mais c'est ce qui fait que d'étudier ces subalternes, eux, leur parc, il va être classé patrimoine mondial de l'humanité en 78. C'est la naissance du patrimoine mondial de l'humanité. C'est en 72, mais les premiers parcs sont classés en 78. Eh bien, quand l'UNESCO, à Washington, décrète la naissance du patrimoine mondial de l'humanité, là, c'est toujours assez plaisant pour un historien, c'est le 30 septembre 78, eh bien, le 30 septembre, dans le parc de l'Awash, eh bien, on a le comptable du parc et un scout du parc qui vole un frigo. Ils volent le frigo du parc pour aller le revendre en ville. Alors, c'est une page totalement différente de l'histoire de la conservation qu'ils écrivent. C'est pas la page naissance du patrimoine mondial de l'humanité. Mais c'est leur page à eux. Leur page, c'est qu'il y a cet Éden africain des grands experts gentlemen, il y a ce bestiaire à protéger d'Africains incapables, des colons experts, il y a cette nation-monde des dirigeants à imposer en servant de l'extérieur pour l'imposer à l'intérieur, et à l'échelle locale, il y a 2 anonymes qui volent un frigo. Et ça nous donne la nature des hommes. Et tu m'avais dit que tu avais la question genre là-dessus. Oui, non, on pourra revenir sur... oui, bon, je la garde pour la... Je sais pas, on est... Bon, alors je... Ah non, on peut... Encore 5-10 minutes maximum pour laisser le temps, en fait. C'est 5 minutes. Je vais être plus court, promis. Ok. Non, ce que je voulais juste dire, donc, ce que tu arrives bien à montrer avec les archives, c'est que ces subalternes ne sont pas du tout passifs, mais justement, ils se débrouillent, pour la plupart ils subissent, mais il y en a aussi qui rusent, d'autres qui participent, qui coopèrent avec ce projet de mise en parc de nature, pardon, excusez-moi. Et il y en a d'autres qui résistent, qui braconnent, qui abattent des animaux protégés, qui déplacent les balises du parc, ça c'est assez drôle, il y a tout un passage comme ça, qui aussi incendie des zones protégées, qui se rebellent et qui se rebellent même donc les armes à la main. Et je me demandais donc si au nom de quoi ils faisaient ça, et si c'est juste une défense de leur mode de vie, ou si ils revendiquaient aussi une conception de la nature et de la conservation de la nature qui serait propre à eux et à elles, et si tu pouvais voir ça dans les archives. Qu'est-ce qu'ils opposent en fait à cette idée de nature défendue par les conservationnistes coloniaux, post-coloniaux? En effet, tu as totalement raison. Là, c'est la question, je pense, la plus intéressante pour nous et la plus difficile. Moi, de ce que j'ai vu avec des enquêtes orales au présent, et puis d'aller le rechercher dans les archives du passé, les paysans dans le nord éthiopien, ils parlent amharique. En amharique, le mot nature n'existe pas. Enfin, le mot nature, c'est comme le mot ethnie. Il n'y a aucune des 2500 langues africaines qui a le mot ethnie. Nature, c'est pareil. Mais au Japon, on ne parle pas de nature non plus, on parle de fudo. Etc. Eux, le mot qu'ils ont, c'est tefetro. Et tefetro, ça désigne ce qui se crée et se recrée chaque jour. Alors que nous, on aurait plutôt la nature, nous en Europe, on va dire, la nature comme ce qui reste, c'est-à-dire ce qui n'a pas encore été détruit. Et, c'était Rousseau, dans la lettre à Héloïse, qui disait « La nature naît sur le seuil de sa disparition ». C'est-à-dire que la nature ne naît que le jour où elle va disparaître. Avant, il n'y avait pas besoin de parler de nature quand tout l'environnement était quelque chose qui venait plutôt de la terre. Tefetro, c'est plus une vision, non pas ce qui reste, mais ce qui va arriver. C'est-à-dire ce que le sol va recréer. Mais attention, il ne faut pas fantasmer les bons sauvages en disant « Ah oui, ils ont... » C'est aussi une ressource à exploiter, clairement. Et donc, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est la nécessité de défendre un moyen de subsistance. Et après, on a d'autres... Le mot est tellement... On a d'autres ontologies, mais de rapport au monde qui nous entoure. Par exemple, dans le sud éthiopien, mais là, je vous invite juste à lire, c'est même juste des petits articles. Il s'appelle Jean-Baptiste Egzé, E-C-Z-E-T, qui est un anthropologue qui a étudié le rapport social à la vache chez les populations Mursi, dans le sud éthiopien. Comment est-ce que chaque personne, son nom, c'est le nom de la couleur de son bétail.
Et donc, si quelqu'un a 8 vaches, ben, il va avoir 8 noms. Et il n'emploiera pas le même nom en fonction des personnes à qui il parle. Donc, il y a aussi un rapport social différent. Mais là, vous voyez, moi déjà, je parle un peu amharique. Mais là, j'ai pas la prétention d'aller parler Afar, Itu, Karayu, etc. Mais ouais, moi, à mon avis, ils défendent, comme n'importe qui, en fait, son moyen de subsistance avec d'autres rapports sociaux à la nature, dont un, voilà, dont je peux parler. Mais... Très bien. Bon, on va rapidement, on va conclure cette discussion pour laisser du temps aux questions de la salle. Juste, donc, la nature des hommes, en fait, c'est l'idée que la nature, elle est forcément construite. Et ce que tu montres là, c'est qu'elle peut être construite de différentes manières, il y a différentes conceptions et qui s'opposent. Et peut-être la dernière question, c'est est-ce qu'il faut aussi entendre la nature des hommes comme l'essence de l'humanité, la condition humaine, et du coup, ça serait quoi On a l'impression quand même que tu as un discours assez pessimiste et que la violence revient systématiquement dans ton récit. Et est-ce qu'il n'y a pas une nature un peu conflictuelle de l'humanité que tu... Oui, voilà, le titre, c'est le double sens, la nature des hommes, au sens où la nature n'existe que lorsqu'elle est saisie par les hommes, définie, façonnée, normée, etc. Mais c'était aussi la nature des hommes d'avoir fait ces 4 mondes, c'est que chacun est persuadé d'avoir raison. Et donc de vouloir s'imposer sur les autres, c'est un peu la nature des hommes. Et comme ça conclura. J'ai eu la citation d'ouverture que j'ai choisie. C'est un polar historique de Tim Willocks, mais c'était justement parce qu'il n'y a aucune femme dans mes archives, 130 000 pages d'archives, pas une seule femme. La première femme arrive en 79, c'est Kess William Smith. Et du coup, là, c'était de nommer Alice au pays de Cocagne. On est au XVIe siècle à Paris. Et 2 femmes qui parlent entre elles dans les quartiers malfamés de Paris, où elle lui dit « Ce sont des hommes, alors ils inventent leurs merveilleuses histoires. On peut au moins leur reconnaître ce talent. Et ils disent « Voilà le monde tel qu'il devrait être. » Et ils partent dominer les mondes tels qu'ils devraient être. Ce sont des hommes. D'où, voilà. Une question par rapport aux archives que vous avez consultées et comment vous avez procédé. Vous avez appris ces langues-là ou vous travaillez avec des interprètes? Est-ce qu'il y a encore des intermédiaires dans votre accès à ces archives, à ces questions de traduction qui m'intéressent? Alors, les archives en anglais, en italien, en français, ça c'est bon. Les archives en amharique, j'ai appris la langue, mais clairement, vous voyez, une archive en amharique d'un dirigeant éthiopien en 1970, ça me va. Une archive en amharique d'un garde de parc, là, j'ai besoin de quelqu'un. Et donc, en fait, le fond dont j'ai parlé avec mon collègue Kidane Wolde-Georgis, en fait, on a employé également 2 archivistes éthiopiennes, Kalle Iwot et Lydia Adane, qui, pendant que nous, on vivait le confinement et le Covid, elle vivait la guerre en Éthiopie, mais en allant tous les jours aux archives de l'Ethiopian Wildlife Conservation. Et en fait, pendant 1 an et demi, elles ont non seulement numérisé, mais aussi on a traduit ensemble énormément d'archives où moi, j'étais capable de dire « là, il y a meurtre », mais je ne comprends pas ce qu'il explique. Et du coup, on a traduit ensemble. Donc oui, vous avez raison, parce que par exemple, moi, le meurtre, au début, j'avais compris que c'était George Brown qui se faisait tuer. Alors, en fait, non, c'est son scout. Donc, voilà, il y a un autre intermédiaire. Et oui, clairement, moi, comme je vous dis, je ne suis pas bon en langue. Donc, ouais, autre intermédiaire, parfois, bien sûr. Oui, j'ai une question un petit peu orientée, dans la mesure où, moi, je travaille au Bénin, et donc il y a aussi des parcs. On se connaît. C'est déjà vu. Voilà, à 10. Et je voulais parler des privations. Il y en a une qui me semble aussi importante, c'est la privation du passé et de l'histoire de ces populations. Parce que dans certains parcs, en tout cas ceux d'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas faire des fouilles archéologiques dans les parcs nationaux. Et donc je voulais savoir s'il y avait la même interdiction pour les parcs est-africains, et cette privation en fait du temps long et cette nature aussi idéalisée sans histoire humaine. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que c'est votre collègue à votre droite qui pourrait vous répondre non, sur l'archéologie, si on a le droit de faire des fouilles archéologiques ou pas. En tout cas, moi, de ce que je sais, en Éthiopie,
il y a une région qui s'appelle le Turkana, qu'on étudie avec des collègues d'un GDR. Je sais que dans le parc éthiopien de Lomo, il y a énormément de fouilles archéologiques. Et là, moi, je m'estime très heureux. En Éthiopie, moi, j'ai affaire à l'Ethiopian Wildlife Conservation Authority. Mes collègues archéologues ont apparemment affaire à cette curieuse institution dont j'entends parler depuis 25 ans, la RCCH, qui a l'air d'être à la fois leur rêve et leur pire cauchemar. Ça a l'air d'être compliqué d'avoir des autorisations. Mais dans les parcs, en tout cas en Éthiopie, dans le parc de Lomo, c'est possible. Enfin, moi, je l'ai déjà vu. Après, dans les autres parcs d'Afrique de l'Est, ça va dépendre aussi, je pense, du statut du parc. Parce que dans le Turkana, cette région donc, qui est au sud de l'Éthiopie et au nord du Kenya, le parc, il y a des parcs qui vont être classés non pas paysages naturels, mais qui vont être classés paysages culturels et préhistoriques. Donc là, des fouilles. Et là, on en revient à la sélection qui définit quel territoire relève de la nature ou quel territoire relève de la culture. Quand on prend cette région-là, le Turkana, c'est hyper intéressant de voir que côté éthiopien, c'est classé paysage naturel par l'UNESCO. Côté kényan, c'est classé paysage culturel. Et c'est hyper intéressant de se dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est le même paysage et les mêmes gens? Donc là, sur les fouilles, je ne saurais pas vous dire. Après, ce qui est clair, c'est qu'il y a une vision de mettre l'emphase sur la dimension naturalisante et donc anhistorique, et non pas d'insister sur la dimension historique. Après, c'est un collègue, justement, Jean-Renaud Boisserie, qui travaille là-dessus, et je trouve qu'il le montre bien. Moi, j'étudie la nature, mais en vrai, ce qu'il faudrait étudier, c'est ce partage nature-culture, la manière dont il s'est fait dans les années 70 avec l'UNESCO, parce que même quand on insiste sur la dimension culturelle, et c'est la phrase de Jean Renaud, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et j'aime beaucoup l'interprétation de Jean Renaud. Le berceau, c'est un objet qui n'existe pas en Afrique. Et puis 2, vu que ça fait quand même plusieurs millions d'années, l'Africain, il est sorti de son berceau quand même il y a très longtemps. Et il y a une histoire qui s'en est suivie. Mais là encore, ça va dépendre qu'est-ce qu'on valorise. Le Pléistocène, l'Holocène, l'Anthropocène aujourd'hui, etc. Heureusement qu'il y a des collègues pour, mais effectivement, c'est difficile. Après, sur la question des autorisations, là, je dois vous dire, je ne sais pas. Des éléments que vous avez développés, il ressort assez clairement que la conception de la conservation africaine aurait un caractère fortement occidentalisé, n'est-ce pas? Et est-ce que vous avez rencontré des personnes africaines qui auraient une idée sur à la fois la conservation et le développement? Oui, bien sûr, tout à fait. Parce que vous avez développé finalement ce qu'on pourrait appeler un cahier des charges assez précis. Et bon, il faudrait reprendre ça et l'offrir à la réflexion des populations des endroits et permettre des choix en matière d'alimentation et de culture. Voilà. Pour dire, est-ce que c'est occidental ou c'est ça? C'est toujours... surtout là, en un temps aussi réduit, c'est toujours délicat à dire. Je fais un petit détour pour donner ma réponse. Si on prend l'ethnie, par exemple. L'ethnie, c'est une catégorie inventée par les scientifiques européens du 19e siècle pour signifier l'infériorité des populations. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'ethnie n'est pas une catégorie africaine? Pas du tout. Si on prend le triste cas du Rwanda et du génocide de 1994, si les Allemands puis les Belges ont inventé la carte d'identité ethnique où il fallait marquer Hutu et Tutsi, qui étaient quand même des catégories sociales, mais il fallait marquer ethnie, Hutu, Tutsi. Bon, mais dans les années 50, les Hutus se sont revendiqués justement de la majorité pour dominer les Tutsis. Et ensuite, ça a été une longue marche de 35 ans de rivalité ethnique et au Burundi et au Rwanda jusqu'au génocide. C'est pas parce que l'ethnie est née comme un concept européen que ça n'est pas devenu une réalité sociale africaine. L'idée de conservation, on pourrait dire la même chose. Oui, l'idée de conservation, de mettre en parc, est née au XVIIIe siècle dans les colonies des îles tropicales, les Mascareignes, la Réunion, etc.
19e, ça s'est amené en Afrique, et depuis les années 60, c'est autant africain qu'occidental. On va dire qu'on est passé d'une histoire européo-africaine à une histoire afro-occidentale. Ce sont les dirigeants africains, les fonctionnaires africains, les guides touristiques éthiopiens, les paysans africains qui ont une notion. Mais voyez, quand on parle à un paysan en Amérique, moi dans les parcs où j'étais, quand je lui demande, on lui dit mais pour toi c'est quoi la conservation? Il va me parler en Amérique et à un moment il placera le mot nature. C'est-à-dire il dit nature, il dit oui bah là il n'y a pas de mot, mais pour lui c'est devenu une catégorie d'action du quotidien. Donc c'est devenu c'est une catégorie globale mais qui est autant africaine qu'occidentale. Vous voyez, c'est ça qui est particulier. Après, plutôt que de répondre au cahier des charges, etc., moi, c'est ça qui est pratique. En tant qu'historien, on n'a quand même pas à donner de solution. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est un historien qui pose cette question, qui s'appelle William Beinart, et qui dit qu'il faudrait au moins se poser toujours une question sur la conservation de la nature. Quel monde est protégé? Par qui? Pour qui? Quel monde est protégé dans un parc? Un idéal d'une Afrique vierge et sauvage, le roi lion, ou un territoire humanisé? Par qui? Pour qui? Moi, je me suis toujours amusé, mais à le faire dans les archives, le pour qui, de faire le bilan carbone d'une visite d'un parc national africain. Le bilan carbone d'un parc africain, du bâton en titane qu'on achète pour marcher quand on a des genoux de quelqu'un qui a plus de 20 ans, la tente, le smartphone, aller visiter un parc en Afrique, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont protégées dans un parc. Et donc on en revient à la même logique du 19e siècle. C'est parce qu'il y a destruction qu'il doit y avoir protection. Et comme il y a protection, il peut y avoir destruction. Et là, après, on part dans d'autres... Bon, c'est simplement une question d'approche de terrain. Quelle est la part de l'approche anthropologique dans la démarche du métier de l'historien? Alors, moi je dirais, je vous parle pour moi en tout cas, mais en m'étant basé sur les autres, le terrain en histoire, ça a la seule spécificité que c'est une pratique qu'on peut questionner les historiens, alors que ça en fait partie. Il y a une première utilité, je pense, du terrain, donc la démarche, on va dire, anthropologique. C'est, là, je vais vous citer des historiens, mais c'est Henri-Irénée Maroux, mais je trouve que c'est la phrase la plus belle, et en plus qui est pratique pour nous. Il dit que l'historien doit savoir mettre son esprit en vacances pour regarder le monde avec les yeux des autres. Et que pour ça, il doit juste aller vivre avec sa tribu. Et quand il dit sa tribu, c'est juste vivre avec les gens qu'il étudie. Donc aller dans un parc, pour moi, c'est d'abord juste demander aux gens, toi, qu'est-ce que... Bon. Après, c'est d'essayer d'étudier les mots, justement, de la nature. Parce qu'en fait, ça va nous permettre de voir les catégories de l'entendement écologique. Puis après, c'est de considérer le paysage comme une source en elle-même. Moi, par exemple, ça a été de voir les forêts. Il y a des forêts dans le parc que j'étudie en Éthiopie, et il y a des parcelles boisées, et en dessous, des parcelles déboisées. Une fois qu'on a vu ça, normalement, plein d'experts ou autres disent, voyez, déforestation. Et quand, du coup, on retourne dans les archives des années 60 où il y a des photographies aériennes, là, on constate que 50 ans avant, ce qui est boisé aujourd'hui était déboisé, et ce qui est déboisé aujourd'hui était boisé. Et en fait, on s'approche d'un cycle de rotation. Et là, on peut se dire, bon, et après, il faut retourner parler aux gens, et en fait, ça permet de faire des allers-retours dans le passé ou dans le présent. Et pour ce qui me concerne pour les parcs, c'est un historien qui s'appelle Simon Chama qui parle des archives des pieds. Là encore, moi, c'est ce que je trouve génial. Moi, je voulais être guide de randonnée, c'est juste que mon sens de l'orientation m'a forcé à être historien. Mais quand on fait les sentiers que le parc nous dit de faire, on voit ce qu'on appelle, l'entreprise d'éducation du regard. C'est-à-dire que les sentiers, par exemple, dans les parcs de l'Awash, de l'Omo et du Sémienne, ne sont jamais tracés là où on va passer devant des habitations. Ils sont tracés le long des falaises qui donnent à voir un panorama féerique. Et donc, il y a l'éducation du regard, c'est pas du tout la même chose. Dans les Cévennes en France, tous les sentiers sont tracés de sorte à ce que les randonneurs puissent apercevoir une bergerie. Dans les Cévennes, il y a beaucoup de coins où il n'y a pas un berger et il n'y a rien.
mais ça, c'est pas la France paysanne. Donc voilà, ce serait plus le terrain, on va dire, comme humanité, comme source, en tant que tel aussi, quoi. Et tu as parlé des 4 chapitres, enfin vous avez parlé tous les deux des 4 chapitres, des 4 points de vue. On connaît un peu la réception notamment de l'invention du colonialisme vert par certains organismes, notamment que tu as cités. Et donc je me demandais, alors c'est peut-être un peu tôt parce que le livre vient de sortir, mais quelle réception de ce livre, alors chez ces 4 catégories, et est-ce que tu penses que tu en auras une chez la 4e catégorie, c'est-à-dire est-ce que sur place des populations locales alors c'est écrit en français, donc, mais vont avoir un écho de ce livre? Est-ce que tu as des contacts là-bas? Enfin, je ne sais pas. C'était notamment cette 4e catégorie qui m'intéressait, en fait. Oui. Là, je pense qu'il faut... les autres catégories, là, l'ouvrage, déjà vient de sortir. Après, il faut le dire clairement. Moi, je préfère 100 fois plus ce livre que l'invention du colonialisme vert. L'invention du colonialisme vert, ça a été génial. Faut pas se mentir. Jamais de ma vie, j'aurais cru que je passerais sur 28 minutes. Ma mère a tellement été ravie de me voir à 28 minutes. Pour moi, c'était... mais c'est un cauchemar aussi, parce que ça fait 4 ans que la moitié des collègues qui ne me connaissaient pas me détestent. Ouais, c'est pas de la science que tu fais, etc. Alors on nous dit d'aller parler à tout le monde, puis quand on le fait, on nous dit « Ouais, franchement, t'as oublié ce qu'était la science, etc. » Moi, là, je trouve que c'est beaucoup plus complexe, mais j'ai essayé de le rendre humain, etc. Et la catégorie, UICN, UNESCO, etc., voilà, ça, c'est des experts. Pour les gens, je dirais, il y a 2 catégories. Les collègues éthiopiens, ceux de l'Ethiopian Wildlife Conservation, on l'a déjà fait, on travaille ensemble sur ces articles ou ces livres, et eux, on a des vraies discussions là-dessus, etc. Ça les fait beaucoup rire, généralement, les archives. Mais pour la paysannerie, etc., j'allais dire, si mon bouquin de thèse, une histoire environnementale de la nation, la couverture de thèse, c'est un garde de parc qui a les mains, qui est de dos, et qui a les mains sur sa Kalachnikov. Et en fait, c'est un ami. Et du coup, lui, je lui ai donné le livre. Alors du coup, ça a été la grande blague pendant 2 jours. Mais là, c'est un livre qui a fait un carton. C'est 90 exemplaires vendus. C'était ma thèse. Mais pour les paysans, on en parle, oui. Mais il faut se mettre, et je ne veux pas du tout donner la vision misérabiliste, pas du tout, mais les paysans, moi, que je connais en Éthiopie, dans le nord éthiopien, c'est des gens dont l'espérance de vie est à 50 ans, c'est des gens qui sont pieds nus et qui se recousent les pieds au fil de fer, c'est des gens qui, comme tout le monde, ont plein d'humour, leurs vêtements qui parfois ressemblent à des haillons. Moi, je sais qu'ils me disaient généralement, en me disant non, mais ça doit être tes vêtements, c'est ceux que les Farenges, les étrangers, donnent et qui arrivent jusque chez nous. Ça, un ouvrage à l'université d'un truc là-dessus, eux vont dire, parce qu'ils m'associent au début à un expert. Or, quand ils voient qu'on parle à Marie, ils savent qu'on n'est pas des experts de l'UNESCO. Mais ils vont le dire, il faut en parler, il faut en parler. Mais concrètement, est-ce que ça change quelque chose pour eux? Malheureusement, j'aimerais bien vous dire oui, XM. Malheureusement, je pense pas, quoi. Mais c'est mon côté pessimiste, peut-être. Mais merci à toutes et tous, et merci encore à tous les deux. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir qui se tenait du 22 au 26 mai 2024. Réalisée et mise en onde par Radio Radio.